Ensuite, finalement, dans ce cadre de relations assouplies va venir la fonction des ressources humaines, qui n'est pas une fonction, comment dire, à sous-estimer, même si elle l'est dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, le DRH n'est pas au comité exécutif de l'entreprise. C'est un peu une espèce de fonction support. Nous, on considère demain que ça va être un co-CEO. C'est lui qui va être garant de l'alignement entre la stratégie et le modèle social de l'entreprise. Garant de la symétrie entre ce que l'entreprise apporte à ses clients et ce qu'elle apporte à ses collaborateurs. Quand vous vendez de la surpersonnalisation à vos clients, demain vous devrez être en capacité de proposer la même chose à vos collaborateurs en termes de formation, de management, etc. Et du coup, les RH, si je prends l'exemple du recrutement, il va y avoir un sacré job pour finalement valoriser ce que l'entreprise a à proposer. Si on prend des petites structures, c'est quelle est ma singularité? Qu'est-ce que moi j'ai à proposer aux candidats, à part un job? Qu'est-ce que je vais leur proposer de plus? Qu'est-ce que je vais leur proposer comme parcours à l'intérieur de mon entreprise? Tu deviens expert comptable chez moi, très bien, so what? Je pense que le métier, tout le monde l'a à peu près en tête. Mais dans mon organisation, à quoi tu vas participer? Mon cabinet est en pleine mutation, en quoi tu vas pouvoir t'investir sur ces sujets? En quoi tu auras une certaine liberté avec quelques autres pour travailler sur des solutions qui vont être innovantes pour nos clients, avec la responsabilité qui va avec. Mais finalement, il faudra mettre tout ça en valeur et utiliser des canaux qui sont différents. On ne peut plus recruter uniquement sur des salons. Si vous allez sur Welcome to the Jungle, que vous connaissez peut-être, qui est un portail qui permet justement aux entreprises de se valoriser, vous avez les collaborateurs, nous on l'a fait pour les Bosons, où tous les collaborateurs ont parlé en vidéo pour dire comment ils trouvaient l'organisation, pour essayer d'attirer, pour devenir des propres ambassadeurs de leur organisation. Et ça, c'est ouvert à tous. C'est des canaux qui deviennent indispensables pour pouvoir recruter demain. Ensuite, c'est finalement être en capacité de proposer le parcours dont je vous parlais et d'avoir un process de recrutement qui n'est pas le manager qui débarque ou le RH et puis qui regarde vos compétences, qui dit ok très bien, bah, tu fais l'affaire, point barre. Le sujet c'est quelle aventure on offre. C'est dans un process de recrutement pas uniquement avoir le RH ou le patron. Nous chez les Bosons, typiquement quand on recrute quelqu'un, on regarde certes les compétences, mais d'abord l'ADN. Est-ce que ça va fitter avec nos valeurs? On est sur une équipe de 20, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est sur le même stream de valeurs que nous, qui a la même capacité d'engagement, qui va se retrouver dans l'équipe. Et du coup, les entretiens, en fait, c'est à tour de rôle des Bosons qui les font. Et c'est jamais les mêmes. Et du coup, en fait, ça permet à la fois aux candidats de voir ce qu'il y a de l'entreprise, de pouvoir discuter avec différentes personnalités, différentes anciennetés, et nous, de pouvoir donner nos avis sur la personnalité. Et quand il y en a un qui dit non sur 20 personnes, et qui a un vrai veto, c'est non. Point barre. Sinon, sur le reste, on négocie, on travaille ensemble. Mais on inclut finalement, parce qu'on est 20 et parce qu'on peut le faire, tout le monde dans le process de recrutement. Ce qui nous oblige, nous aussi, à être ambassadeurs de notre structure, ce qui est assez intéressant. Ensuite, c'est d'être assez clair sur finalement le parcours que vous allez leur offrir à l'intérieur. Aujourd'hui, on ne fait plus carrière pendant 20 ans, voire plus, ad vitam aeternam, même dans des petites structures. On va plutôt avoir des schémas qui sont à 2, 3, 4 ans, voire pour des premiers jobs qui sont sur 18 mois, donc beaucoup plus courts. Beaucoup nous parlent de comment est-ce qu'on peut retenir les talents. En fait, si le talent veut partir, le retenez pas parce que globalement, ça va être contre-productif. C'est plutôt créer en interne une capacité à laisser partir ces talents et vous créez une communauté d'ambassadeurs qui fait que ces talents ils vont aller s'enrichir ailleurs et peut-être revenir plus tard. Et c'est quelque chose qu'on observe, nous, avec des collaborateurs qui vont quitter une entreprise où l'entreprise est furieuse parce qu'en fait, ils ont misé sur eux, ils l'ont formé, qui va aller s'enrichir dans une expérience pendant 4-5 ans dans une autre entreprise, pour revenir ensuite parce qu'un bon souvenir, parce qu'il sait ce qu'il va pouvoir y trouver en termes de parcours, parce que ce sera le bon timing, parce qu'il avait confiance dans les managers, parce qu'il aura pu comparer avec d'autres expériences à côté. Mais du coup, plutôt qu'être dans une dynamique de rétention, être dans une dynamique permanente d'attraction. Qu'est-ce que je propose qui permet d'attirer plutôt que d'essayer de retenir? Et dites-vous sur des petites structures qu'il y a quelque chose d'assez puissant que nous on observe en tout cas à l'échelle du conseil, c'est comment on peut permettre à chacun de s'investir dans l'évolution de l'agence, du cabinet et de porter des responsabilités très rapidement sur des chantiers un peu lourds, que ce soit la mise en place d'un logiciel, que ce soit de réinventer le processus de recrutement et d'intégration des nouveaux collaborateurs, ce genre de choses-là. Comment on responsabilise très vite au-delà du métier sur la vie du cabinet. Ensuite, l'objectif de tout ça, c'est que
finalement on puisse dessiner une entreprise, et je viens à ma conclusion, mais ça dessine une entreprise qui est assez particulière. Une entreprise qui est d'abord éthique dans le sens transparence. Vous l'avez bien vu, c'est plus de la rétention d'informations à tous les niveaux. On a un fonctionnement qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus horizontal, sans tuer le management, et avec de l'information qui est accessible à tous et en cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Ensuite, une entreprise apprenante. Le diplôme, le CDI n'est plus une sécurité. Comment est-ce que dans mon entreprise, je sais que je vais pouvoir apprendre, que ce soit sur mon métier ou sur des points de développement personnel. Et l'entreprise apprenante, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Renault est en train de monter une université interne. Mazars, un grand cabinet de conseil, a monté aussi son université interne. McDonald's est réputé justement pour cette capacité à former les collaborateurs et à les faire évoluer dans des jobs qui sont différents. On l'a sur ce type de fonction, on l'a aussi dans des entreprises de l'intérim, sur des fonctions de logistique, sur les chaînes, où finalement, comment est-ce qu'on permet à des collaborateurs d'évoluer alors qu'on est sur des fonctions qui ne changent pas trop, ils vont toujours faire un peu le même métier, mais comment est-ce qu'on peut leur offrir un peu une diversification essentielle, entreprise apprenante. Ensuite, subsidiaire, je reviens sur mon culbuto, mais comment on travaille même dans les petites structures à réduire les process internes au minimum pour une utilité et une vraie efficacité et éviter un peu l'aspect très statutaire. Et enfin, une entreprise engagée, c'est finalement l'entreprise objet social augmenté, c'est la loi Pacte, c'est l'entreprise à mission, mais quel est l'impact de mon entreprise sur la société? Et nous, on le voit avec notre expert comptable, en fait, il a un vrai, lui, impact sur la société, c'est comment est-ce que je permets à des entrepreneurs de prendre des risques et avec un minimum de sécurité. Et en fait, c'est sa raison d'être sur comment moi, est-ce que j'ai envie de rayonner auprès des entrepreneurs, de leur permettre de se lancer. Il bosse aussi avec des sportifs. Il a développé ce qui est pour lui sa raison d'être et la raison d'être de son cabinet au niveau de la société. Dans tout ce que je viens de vous partager, vous l'avez bien vu, on a parlé de digital, on a parlé d'un certain nombre de mutations, mais on a surtout parlé des hommes, et c'est là-dessus que moi je voudrais conclure. C'est que finalement, les transformations dont on parle, c'est d'abord une affaire d'hommes. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de management. C'est pas une affaire de process, de logiciels, etc. Tout ça, ça vient ensuite. C'est d'abord une affaire d'hommes, et notamment dans les petites structures, il s'agit de miser sur le meilleur des mondes entre les générations, la complémentarité entre les générations. C'est la seule vraie clé de transformation pour toutes les organisations qu'on accompagne. Et je ne vous dis pas ça comme une injonction ou une leçon, c'est ce qu'on constate depuis 7 ans. C'est ce qui permet aux organisations de pouvoir évoluer, et donc miser sur votre management et miser sur les hommes que vous avez en interne pour trouver les ressorts de transformation de vos métiers que vous allez devoir relever demain. Merci pour votre attention.